Bonjour à tous, merci d'être venus ce soir. J'aimerais aussi remercier Anne Bochard qui organise le meet-up avec moi et Pierre, qui fait beaucoup de choses. Donc merci à Anne et merci aussi encore une fois à Studi de nous accueillir dans cette magnifique salle qui est la plus belle qu'on ait vue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler donc bien sûr de LLM et de ce que j'appelle le LLM Engineering, qui est en fait la rencontre entre le prompt engineering et le software engineering, qui va nous permettre de tirer le meilleur parti des IA génératives pour apporter de la valeur. Et bien sûr, tout ça au service de la pédagogie, parce que la boîte dans laquelle je travaille, Didask, on distribue un LMS, donc quelque chose qui nous permet de créer des formations et ensuite de les distribuer à des apprenants. Donc, je me représente rapidement. Voilà, je suis staff ingénieur chez Didask que je viens de présenter, beaucoup sur les sujets back-end, mais aussi sur les sujets d'IA. Et j'ai aussi un blog, une newsletter où j'écris à propos de l'IA générative. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller faire un tour. Je vais commencer par juste vous remettre un peu dans le contexte du e-learning. Alors pourquoi on fait du e-learning? Il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est améliorer la performance des équipes pour leur apprendre des nouvelles choses. Ensuite, ça va être pour permettre aux gens de changer par exemple de poste et d'acquérir des nouvelles compétences. Et il y a une troisième raison qui est un peu la raison problématique, c'est que, bon, ça se voit pas, mais en tout cas, c'est faire plaisir aux ressources humaines. Parce qu'il y a tout un tas de formations en fait, qui vont être obligatoires dans une entreprise, notamment sur les risques au travail, ce genre de choses. Le problème, c'est que ces formations, les apprenants n'ont pas envie de les faire. Et il n'y a rien de pire qu'un apprenant qui ne veut pas faire une formation, parce que du coup, il ne va pas la suivre correctement, il ne va rien apprendre, et ça peut être dangereux ensuite dans sa vie de tous les jours au travail. Ça m'amène du coup aux deux défis de l'e-learning qu'on a aujourd'hui. Donc le premier grand défi, ça va être l'engagement. Donc comment on fait pour que les apprenants suivent les formations et continuent à les suivre au fur et à mesure de leur progression. Donc pour ça, c'est pas sorcier, c'est l'expérience utilisateur, il faut que ce soit beau. Ça va être aussi l'interactivité, parce que juste regarder du texte, ça ne donne pas envie. Et finalement, ça va être la richesse des contenus. Juste du texte, toujours pareil, ça ne donne pas envie. Donc on va essayer d'inclure de l'audio, des images, de la vidéo. Et de l'autre côté, le deuxième défi, une fois que les apprenants sont engagés dans la formation, il faut quand même qu'ils apprennent quelque chose et qu'ils retiennent quelque chose. Et ici, on va plutôt faire appel aux sciences cognitives, donc neurosciences, pour maximiser l'apprentissage des apprenants. Et la deuxième chose qu'on va utiliser, c'est l'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire la capacité à organiser un cours, à créer du contenu en respectant du coup les sciences cognitives pour maximiser l'apprentissage. Donc voilà, juste pour vous donner un peu les défis qu'on a, pour que vous compreniez pourquoi on a fait ce qu'on a fait chez Didask. Voilà, juste pour revenir rapidement, au niveau des sciences cognitives, on a des chercheurs qui travaillent sur des modèles d'apprentissage. Donc ça nous permet de maximiser l'apprentissage pour les apprenants. Et pour la partie engagement, on a choisi de multiplier les types de contenus avec beaucoup de choses différentes. Donc des questionnaires à choix multiples, des choses assez classiques, mais aussi des débats, des mises en situation, des images interactives, de la vidéo, des ordonnanceurs, enfin plein de choses. Donc ce contenu, il est très riche et en plus, quand on le crée, on doit respecter les sciences cognitives pour que ça fonctionne vraiment au niveau de l'apprentissage. Tout ça, ça coûte très cher parce que ça prend beaucoup de temps. Il faut avoir des gens qui soient formés sur les sciences cognitives et l'ingénierie pédagogique. Et ensuite, ça leur prend du temps de créer le contenu. Parce que créer un débat fictif entre deux personnages pour présenter un concept, ça prend plus de temps que simplement écrire le concept sur une slide PowerPoint comme je viens de le faire ici. Donc, en partant de ce constat, on s'est dit comment pourrait-on utiliser l'IA générative pour produire ce contenu riche. Toujours en IA, ce qui est intéressant, c'est de prendre un process qui est fait par des humains, de le découper, vraiment de découper chaque tâche unitairement, et de voir à quel moment on va pouvoir mettre de l'IA dedans. Donc, on a pris le process d'un ingénieur pédagogique qui essaye de créer une formation. Donc ce process, il commence par un document source, avec la connaissance à l'intérieur, puis on va le découper en modules, module de formation. Chaque module, on va identifier des concepts importants à retenir, et puis pour chaque concept, on va choisir un type de contenu, parce que selon qu'on veut des concepts, on va vouloir faire un exercice, d'autres juste une information. Des concepts, on va faire un débat, on va déconstruire, on va apprendre. Il y a plusieurs choses. Et pour chaque concept, on va avoir un type de contenu différent. Et puis finalement, on va créer le contenu. Donc on va écrire le débat imaginaire, on va prendre une image, on va faire des zones dessus où on peut cliquer, voilà, tout ce genre de choses, on va faire un QCM, et ça nous donne une formation. Donc ça prend du temps. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait essayer d'automatiser ça avec de l'IA. Et donc, sur chaque étape, on va remplacer le travail fait par l'ingénieur pédagogique par une IA générative qui va s'occuper de cette étape.
Alors, comment ça fonctionne? Je vais essayer de vous résumer un peu en vulgarisant. Donc, ici, on part toujours du document source. La première étape, ça va être de le découper en modules, comme l'ingénieur pédagogique. Donc ça, c'est une IA qui le fait. Donc c'est un mélange de prompt et de code. C'est assez difficile comme tâche parce qu'il faut découper le contenu, il faut rester exhaustif, il ne faut pas qu'il y ait d'hallucinations. Donc ça a l'air de rien, mais c'est un des trucs les plus critiques dans notre pipeline de production. Pas facile. Deuxième étape, à la fin de cette étape, on va récupérer du coup du XML. Donc en général, les LLM, ils font du texte brut. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est de la donnée structurée. Pierre vous en parlera ensuite dans son talk. L'avantage de la donnée structurée, c'est qu'on va pouvoir utiliser cette donnée structurée dans un programme pour continuer dans notre pipeline de production. Donc la suite du pipeline, c'est le choix du type de contenu. Ici, vous imaginez qu'entre les deux, on a un programme avec une espèce de boucle qui tourne pour chaque module. On va choisir le type de contenu pour présenter ce module. En sortie, on va encore une fois avoir de la donnée structurée. Et puis cette fois-ci, on va avoir plusieurs prompts. Pour chaque type de contenu, on a un prompt qui est spécifique à ce type de contenu. Un prompt pour générer des débats, un prompt pour générer des mises en situation. C'est aussi à l'intérieur de ces prompts qu'on a mis la connaissance des chercheurs en sciences cognitives pour trouver la bonne façon de présenter les messages pour maximiser l'apprentissage pour les apprenants. Donc ici, pareil entre les deux, on a aussi des bouts de code. Donc ici, c'est plutôt un switch case. Donc en gros, bref, pour ceux qui connaissent, ils connaissent. Et à la fin, on ressort du XML et on va stocker directement nos entités en base de données. Donc ici, l'avantage, c'est qu'à la fin de ce pipeline, on a des entités qu'on stocke en base de données qui sont ensuite utilisables directement dans l'application LMS pour présenter le contenu aux apprenants. Donc on a vraiment un pipeline de génération de bout en bout qui nous permet de créer le contenu pour les apprenants. Pour revenir un peu sur les deux types de composants de ce pipeline, on a du code, donc nous on fait du Node.js, mais ça peut être n'importe quoi, et on a des prompts. Alors nous on n'a pas exactement des prompts, on utilise un outil qui s'appelle Rivet. Rivet, c'est un outil qui permet d'aller un peu plus loin que le prompt. C'est un outil no-code qui permet de faire des graphes de prompts. On peut enchaîner les prompts, on peut extraire des données, on peut faire plein de choses, et ça permet à des gens qui ne savent pas forcément développer de créer des choses assez complexes. Et nous, typiquement, ça nous permet d'avoir une équipe de prompt engineers qui ne sont pas des développeurs, qui sont des chercheurs en sciences cognitives et des ingénieurs pédagogiques qui vont créer les prompts que nous, ensuite, on va utiliser dans le code. Pour repartir un peu sur le code, je vais juste vous montrer comment nous, on a abstrait l'IA générative à l'intérieur de notre application. Donc, on a quelque chose qui s'appelle un workflow LLM. Techniquement, ça se représente sous la forme d'une classe dans le code. En entrée, on va lui donner de la donnée structurée, donc des objets JavaScript. On va avoir une étape de validation de cette donnée pour être sûr que ce qu'on va introduire ensuite dans le prompt de génération, ce soit ce qu'on attend. Ensuite, on va venir récupérer les prompts. Donc, les prompts sont stockés en base de données quelque part. Ça nous permet d'avoir des prompts qui sont utilisés par tous les clients. Et pour certains clients qui ont des besoins spécifiques, on va être capable de faire des prompts spécifiques pour leurs besoins. Et donc, ça permet vraiment d'avoir une personnalisation du contenu qui est créé pour chaque client. Ensuite, il y a l'étape de génération. Donc là, on a le prompt en entrée, on génère le texte. Et puis, on va vérifier que ce qui a été généré correspond bien à ce qu'on attendait, à un format de données structurées qu'on attendait. Ça, c'est super important parce que ça nous permet, par exemple, de faire du retry. Si jamais ce n'est pas ce qu'on attendait, il y a une hallucination, on va pouvoir réessayer jusqu'à ce que ça marche ou jusqu'à ce qu'on ait épuisé le nombre de retry. Et à la fin, on récupère bien sûr des données structurées. Très important, quelque chose à penser dès le début, c'est l'observabilité. Si vous voulez être capable d'itérer sur vos prompts, sur la qualité de votre génération, il faut un outil d'observabilité. Les outils d'observabilité habituels, pour vous voir des lignes de log par exemple, c'est vraiment pas suffisant. Il faut quelque chose de visuel. Vous pouvez voir en entrée, en sortie, rejouer des prompts, faire des évaluations, des choses comme ça. Donc nous, on est parti sur Langfuse. Il y en a d'autres qui existent, mais voilà, vous pouvez regarder de votre côté. Alors, à quoi ça ressemble? Je vais juste faire une petite vidéo pour vous montrer à quoi ce que ça donne. Je vais l'accélérer. Donc, je reviens juste au tout début. Au tout début, ici, on a une zone où on va pouvoir mettre le contenu. Donc ici, c'est vraiment, soit on met du contenu, soit on met un document. C'est ce qui va nous permettre de créer une formation.
Et puis ensuite, la génération se lance. Très important, quand vous faites de l'IA, il faut dire aux utilisateurs qu'il se passe quelque chose. Donc nous, on utilise du streaming. On va streamer les résultats en live. Là, on voit le découpage du module en concepts, qu'on appelle des granules. Et pour chaque concept, en tâche de fond, il y a la création de contenu qui tourne. Et là, par exemple, on voit le contenu final. Donc là, on ne voit pas la tête des personnages, mais c'était un mini-débat. Donc voilà à quoi ça ressemble l'interface. Bon, c'était très rapide. Si jamais ça vous intéresse plus, on en reparlera peut-être plus tard. Mais voilà, juste pour vous présenter un petit peu. Et là, du coup, j'arrive plus à passer. Bon, quelques chiffres maintenant. Vous avez vu un peu l'interface, mais les chiffres, ça parle aussi beaucoup en général. Le premier, celui qui m'impressionne toujours, c'est la productivité. Chez Didask, on a une équipe de services en interne qui crée du contenu pour nos clients. Nos clients savent créer du contenu, mais certains préfèrent que nos ingénieurs pédagogiques le fassent pour eux. Et cette équipe, depuis qu'on a mis en place l'IA pédagogique de création de contenu, ils ont triplé leur production sans changer de taille d'équipe. Donc ça, c'est fort comme métrique. Ça fait, c'est ce qui nous a vraiment prouvé que ce qu'on a fait, ça fonctionne, c'est que la productivité a vraiment été améliorée. En général, il faut à peu près 10 minutes pour créer un module, contre 2 heures auparavant. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir des compétences en ingénierie pédagogique ou en sciences cognitives pour créer un module de qualité, donc ce qui est toujours intéressant. Aujourd'hui, après 1 an, on a créé plus de 15 000 modules, enfin nos clients ont créé plus de 15 000 modules de formation. Et juste le truc un peu technique, on est à peu près à 600 millions de tokens chez OpenAI, répartis sur les différents modèles, parce qu'on a upgradé au fur et à mesure, et donc ça fait quand même pas mal de tokens. Quelques takeaways avant que je finisse mon talk. Quand vous faites niveau produit, donc comme je vous ai montré, prenez un de vos processus métiers, décomposez-le, et en général, pour chaque étape, vous allez pouvoir mettre un prompt à la place et l'automatiser. Deuxième chose, spécialisez vos prompts. On peut tout faire dans un prompt, mais plus vous allez les spécialiser, et plus vous allez avoir de la performance. C'est comme des gens, plus vous êtes spécialisé dans un métier, plus vous allez avoir un travail de qualité. Et finalement, il ne faut jamais oublier que l'IA, c'est un copilote. Donc là, je n'ai pas montré plus en détail l'interface, mais une fois qu'on a une première génération d'une formation, on peut régénérer certains parties. On peut demander à régénérer des concepts différents, et c'est ce qui fait que nos ingénieurs pédagogiques sont capables de construire rapidement des formations qui sont très qualitatives. C'est qu'ils savent ce qu'ils veulent, et ils vont demander à l'IA, ils vont lui donner des indications différentes, lui demander de générer d'autres concepts, d'autres types de contenus. Donc ça permet vraiment d'avoir un copilote de création de contenu. Niveau technique, les données structurées, c'est la clé pour upgrade dans votre utilisation de l'IA. Le texte brut en entrée et en sortie, ok, ça va au début quand on fait du chat GPT, mais après, il faut utiliser des données structurées pour les manipuler dans vos programmes. Et puis, on en parlera juste après d'ailleurs. La séparation des prompts et du code, très important, si vous voulez pouvoir avoir des responsabilités séparées entre la partie code pur, responsabilité des software engineers, la partie prompt, responsabilité des prompt engineers. Ça va permettre d'avoir des équipes qui avancent à des allures différentes et de travailler de concert. Et finalement, l'observabilité, c'est vraiment la clé. Si vous voulez pouvoir améliorer vos workflows de génération, il faut pouvoir comprendre ce qui se passe, il faut pouvoir rejouer des choses, il faut pouvoir réessayer. Et donc, il vous faut de l'observabilité spécialisée. Il y a plein de solutions sur le marché pour les LLM, mais c'est quelque chose à prendre en compte dès le début. Et voilà. Merci de m'avoir écouté. C'était un peu rapide, mais j'espère que vous avez pu un peu comprendre comment on peut utiliser l'IA pour faire plus que du chat GPT, pour générer des contenus riches, et que ça vous a donné des petites pistes techniques aussi pour vos propres applications. Merci. Et je prends une question, et rapidement, s'il y en a une, je peux en prendre une. Oui. Tu as mentionné à un moment une limite sur les retries. Est-ce que tu te limites par rapport à la tarification que fait OpenAI sur le nombre de tokens, ou est-ce que tu considères que vraiment ça baisse en qualité et Donc la question c'est est-ce qu'on réessaye en fonction du prix que ça nous coûte ou juste en fonction de la qualité? Aujourd'hui, honnêtement, on ne regarde pas trop les prix en fait, parce que finalement, ça ne coûte pas si cher que ça par rapport à la valeur que ça apporte. Et on retry en général 3 fois, voire 5 fois maintenant sur certains workflows, mais c'est pas grave. Si on doit retry 5 fois pour avoir finalement une génération qui fonctionne, ça fait 4 déchets
qu'on va payer pour rien, c'est des dizaines de centimes qui partent, mais derrière, vu qu'on a créé quelque chose de qualité, le ROI il est instantané. Merci.